Elle veut te faire taire. Les mots de l'infirmier Yann ont explosé dans le silence de ma chambre d'hôpital comme une bombe à retardement. Ma propre fille voulait me réduire au silence. Pas seulement m'ignorer ou me contrarier, non. Aurélie voulait littéralement effacer ma voix du monde. Et à cet instant précis, allongée sur ce lit d'hôpital Saint-Antoine, dans le 11e arrondissement, entourée de l'odeur de désinfectant et du bruit lointain des sirènes parisiennes, j'ai pris la décision qui allait tout changer. Parce que, ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne dans cet hôpital n'imaginait, c'est que j'avais le 980 000 $ cachés dans des assurances-vie et un PEA que j'alimentais depuis 40 ans d'infirmière. Plus un petit studio à Lyon, hérité de ma sœur décédée, et j'étais sur le point de détruire leur vie. Mon nom est Geneviève Moreau. J'ai 74 ans. Et voici l'histoire de comment une vieille infirmière fragile a écrasé la fille qui tentait de la voler. Je suis tellement heureuse que vous soyez là pour écouter mon histoire. Savez-vous, quand j'ai décidé de raconter cela, je ne savais pas si quelqu'un croirait qu'une femme de mon âge pouvait retourner une situation aussi désespérée. Si vous aussi vous avez vécu quelque chose de similaire en famille, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de réagir, laissez un like à cette vidéo. Pendant que je vous raconte la suite, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, cela m'aiderait énormément. Et dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous? Je veux savoir jusqu'où ces histoires arrivent. Maintenant, laissez-moi vous raconter en détail ce qui s'est passé quand j'ai ouvert les yeux dans cette chambre. 48 heures plus tôt, j'étais encore Geneviève la transparente. Celle qui achetait ses baguettes au marché de la Bastille chaque dimanche matin, qui portait le même manteau de laine depuis 15 hivers, qui économisait sur tout, sauf sur les cadeaux pour sa fille unique. Mes voisins me voyaient monter lentement les 4 étages de mon immeuble haussmannien, mes sacs de courses dans une main, ma canne dans l'autre. Une petite femme grisonnante qui ne dérangeait personne. Ils ne voyaient pas la femme qui avait travaillé des gardes de nuit pendant des décennies à l'hôpital Tenon, qui avait économisé chaque euro de ses primes, qui avait refusé les vacances, au soleil et les restaurants chics pour alimenter religieusement son plan d'épargne retraite, qui possédait, dans le plus grand secret, un patrimoine que même sa propre fille ignorait. 430 000 en assurance-vie chez AXA et € 385 000 dans un PEA chez la Société Générale. Et 165 000 de valeur estimée pour le studio de 35 Femeria à Lyon. Total, 980 043 ans d'économie. 43 ans à dire non aux tentations pour dire oui à ma sécurité future. Et ma fille pensait que je vivais de ma petite retraite d'infirmière de 1200 $ par mois. L'erreur fatale d'Aurélie a été de sous-estimer sa mère. Tout, à commencer par des détails que j'aurais dû remarquer plus tôt. Les visites qui s'espaçaient, les coups de téléphone qui raccourcissaient, le ton qui changeait quand je parlais d'argent ou de mes papiers administratifs. Aurélie, ma fille de 42 ans, manager dans une start-up parisienne, avait toujours été ambitieuse. Mais ces derniers mois, son ambition s'était teintée d'impatience. « Maman, tu es sûre que tu ne veux pas vendre cet appartement? Le marché immobilier est au plus haut. Tu pourrais t'installer dans quelque chose de plus petit, plus pratique. Maman, tu n'as pas peur de vivre seule? À ton âge, un accident est si vite arrivé. Maman, tu ne trouves pas que tu oublies parfois des choses? Hier, tu m'as raconté la même histoire 2 fois. Des phrases anodines, des préoccupations qui pouvaient paraître légitimes, mais prononcées avec cette pointe d'exaspération, ce regard qui évaluait plus qu'il ne s'inquiétait. Aurélie ne me regardait plus comme sa mère. Elle me regardait comme un problème à résoudre. Son mari, Benoît, était pire. Sourire commercial plaqué sur un visage qui calculait constamment. Il me parlait fort, comme si j'étais sourde, et répétait ses phrases comme si j'étais stupide. « Comment ça va, Geneviève? Vous avez bien dormi? Vous vous souvenez de notre conversation de la semaine dernière ?» Ce mépris déguisé en sollicitude me hérissait, mais je gardais le silence. Une vieille habitude d'infirmière, observer avant d'agir. Le piège s'est refermé un mardi matin de novembre. J'étais en train de préparer mon thé quand la sonnette a retenti. 2 hommes en uniforme de SAMU se tenaient sur mon palier, accompagnés d'Aurélie qui pleurait à chaudes larmes. « Madame Moreau, nous venons vous conduire à l'hôpital pour des examens.
Votre fille s'inquiète pour votre état de santé. Quels examens? Je me sens parfaitement bien. Maman, tu as eu des absences ces derniers temps? Tu m'as appelé hier soir en panique en disant que quelqu'un était entré chez toi. Quand je suis venue, il n'y avait personne. Tu ne t'en souviens même pas. Mensonge. Je n'avais jamais appelé Aurélie la veille. Je n'avais parlé à personne depuis 3 jours. Mais devant les ambulanciers, difficile de protester. Ma fille pleurait si bien, mettait tant de conviction dans sa détresse filiale. C'est temporaire, maman. Juste quelques examens pour s'assurer que tout va bien. J'ai regardé Aurélie droit dans les yeux et j'ai vu quelque chose qui m'a glacée. Le sang. Pas de l'inquiétude. Du soulagement. Comme si un plan se déroulait enfin selon ses prévisions. Dans l'ambulance, j'ai gardé le silence. Mes mains ne tremblaient pas. Mon esprit était parfaitement clair. Je savais exactement ce qui était en train de se passer. Ma fille me faisait interner de force pour m'éloigner le temps de s'occuper de mon patrimoine. Curatelle, tutelle, mise sous protection judiciaire, tous ces mots que j'avais entendus dans la bouche des familles désespérées à l'hôpital. À la différence près que moi, j'étais parfaitement lucide. Et j'avais un plan. L'admission à Saint-Antoine s'est déroulée dans un flou administratif savamment orchestré. Un médecin que je ne connaissais pas, Dr Pascal Martin, a signé un formulaire d'internement temporaire sans même m'examiner, vraiment. Quelques questions de routine posées d'un ton distrait, un regard qui ne me voyait déjà plus comme une personne, mais comme un dossier. Trouble cognitif léger. Désorientation temporelle. Épisode de confusion. Recommande observation. De 72 heures en vue d'évaluation psychiatrique approfondie. 72 heures. Le délai légal minimum pour qu'Aurélie puisse faire ses démarches sans que je puisse protester. Dans ma chambre, j'ai attendu, j'ai observé et j'ai écouté. C'est Yann, l'infirmier de garde, qui m'a ouvert les yeux définitivement. Un homme de 35 ans environ, visage fatigué, mais regard bienveillant. Il était venu changer ma perfusion quand il s'est penché vers moi et a murmuré ces mots qui ont tout changé. « Madame, je ne sais pas si je dois vous dire ça, mais votre fille, elle était au téléphone tout à l'heure dans le couloir. Elle parlait avec quelqu'un d'une curatelle à mettre en place rapidement. Elle a dit, elle ne s'en rendra même pas compte. Le médecin est d'accord pour signer ce qu'il faut. Mon sang s'est glacé. Et puis elle a ajouté quelque chose qui m'a mis mal à l'aise. Elle veut te faire taire. » Yann s'est redressé, a jeté un coup d'œil vers la porte, puis s'est penché à nouveau. « Madame, j'ai vu beaucoup de cas comme ça. Des familles qui abusent des personnes âgées. Si vous êtes lucide, et vous me paraissez parfaitement lucide, vous devez vous défendre. Vite. » Cette nuit-là, j'ai réfléchi. 40 ans d'expérience hospitalière m'avaient appris une chose. Dans ce genre de situation, les victimes qui s'en sortent sont celles qui agissent vite et intelligemment. J'avais 3 atouts qu'Aurélie ignorait. Premier atout, mon téléphone portable. Vieille habitude d'infirmière, je ne vais jamais nulle part sans. Il était caché dans la poche intérieure de ma robe de chambre. Les fouilles à l'admission avaient été superficielles. Deuxième atout, ma parfaite connaissance du système. Médical français. Je savais exactement quels étaient mes droits, quelles démarches Aurélie allait entreprendre et comment les contrecarrer. Troisième atout, ma fortune secrète. Aux 980 000, cela achète les meilleurs avocats de Paris. Le lendemain matin, quand Aurélie est venue me voir avec son sourire de fausse compassion, j'ai joué mon rôle à la perfection. « Ma chérie, je me sens un peu confuse. Peux-tu m'expliquer pourquoi je suis ici ?»« Oh, maman, tu as eu des petits problèmes de mémoire. Rien de grave. Les médecins veulent juste s'assurer que tout va bien. Et mes papiers ? Mon appartement ? Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occupe de tout. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec ton notaire cet après-midi. Il faut juste signer quelques papiers pour ta protection. » Ma protection. Le mot m'a donné envie de vomir. Tu es si gentille, Aurélie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Son sourire s'est élargi. Victoire totale, pensait-elle. Mais pendant qu'elle me berçait de mensonges, mon téléphone enregistrait chaque mot. Dès qu'Aurélie est partie, j'ai activé l'application d'enregistrement de mon téléphone. Mes doigts tremblaient légèrement. Pas de peur, mais d'adrénaline pure.
40 ans d'infirmière m'avaient appris à garder mon sang-froid dans les situations critiques. Et là, c'était exactement ça. Une situation critique. J'ai attendu. Patiente comme une chasseuse. Vers 15 heures, Aurélie est revenue avec Benoît. Il pensait que j'étais endormie. J'avais fermé les yeux et respirais profondément. Mais mon téléphone, glissé sous mon oreiller, captait chaque mot. Le notaire a dit qu'il fallait un certificat médical plus détaillé, murmurait Aurélie. Il veut des preuves Maître de la Cour avant de lancer la procédure de curatelle. Pascal peut arranger ça, répondait Benoît avec cette assurance désinvolte qui me donnait envie de vomir. Il me doit un service depuis l'affaire de sa femme l'année dernière. Un rapport psychiatrique bien rédigé, quelques termes techniques, et hop, incapacité mentale avérée. Mon estomac s'est contracté violemment. Il parlait de détruire ma réputation, ma autonomie, ma dignité, comme on discute du menu du dîner. « Tu es sûre qu'elle ne nous entend pas ?» chuchotait Aurélie. « Regarde-la, elle est shootée au sédatif depuis hier. De toute façon, même si elle entendait, qui la croirait? Une vieille femme confuse contre un médecin respecté et sa fille dévouée. » Benoît a ri. Un rire froid qui m'a traversé comme une lame. En plus, j'ai calculé. Avec l'appartement vendu à 650 000 € et ses économies qu'elle cache soi-disant, on peut rembourser mes dettes et s'acheter cette maison à Marseille. Elle n'a besoin que d'un petit studio en maison de retraite. Le reste, c'est du gaspillage pour une femme de son âge. Mes dettes. Ces dettes étaient devenues mes problèmes, et ma vie entière était réduite à un gaspillage. Benoît baisse. La voix, sifflait Aurélie. Et les voisins, ils la connaissent depuis des années. Ils vont poser des questions si elle disparaît du jour au lendemain. On dira qu'elle a eu un épisode, qu'elle est devenue dangereuse pour elle-même. Les gens avalent toujours ces histoires-là. Pauvre Aurélie, elle fait ce qu'elle peut pour sa mère malade. Je serrais les poings sous mes draps. Chaque mot était un coup de poignard, mais je continuais d'enregistrer. Plus il parlait, plus il se condamnait. Et si elle résiste, si elle comprend ce qui se passe? Là, Benoît a prononcé les mots qui ont transformé ma tristesse en rage pure. Pascal peut augmenter les doses, quelques milligrammes de plus d'aldol, et elle sera dans un état végétatif pendant des semaines, le temps qu'on règle tout. Après, on dira que c'est l'âge qui a rattrapé son cerveau. Un état végétatif. Il planifiait de me droguer au point de me transformer en légume humain. Mes mains ont commencé à trembler, pas de peur, mais de fureur. Une rage froide et calculée qui montait du plus profond de mes entrailles. Ces gens que j'avais aimés, nourris, aidés financièrement pendant des années, parlèrent de me détruire avec la même désinvolture qu'on jette un meuble encombrant. « Bon, il faut y aller », disait Aurélie. J'ai rendez-vous avec Pascal à 18 h pour finaliser le rapport. Demain matin, on dépose tout chez le notaire. Et l'appartement? Déjà évalué. J'ai un acheteur qui attend, un investisseur prêt à payer cash. Dès que la curatelle est officielle, on signe. Ils étaient déjà en train de vendre ma vie. Après leur départ, j'ai eu une nausée si violente que j'ai dû me précipiter aux toilettes. Mon corps évacuait physiquement l'horreur de ce que je venais d'entendre. Mes jambes flageolaient. Ma vision se brouillait. Mais mon esprit, lui, n'avait jamais été aussi clair. Ce n'était plus de la cupidité. C'était un plan d'enlèvement et de séquestration. J'ai appelé Yann d'une voix que je voulais ferme. « Pouvez-vous venir? J'ai besoin d'aide. » Quand il est arrivé, il a immédiatement vu mon état. « Madame Moreau, vous êtes toute pâle. Que s'est-il passé ?» J'ai enregistré une conversation. Je pense que vous devez l'entendre. J'ai mis les écouteurs de mon téléphone dans ses oreilles. Pendant les 8 minutes d'enregistrement, j'ai vu son visage changer progressivement. D'abord, la surprise, puis l'indignation, enfin la colère pure. « Putain !» a-t-il lâché en retirant les écouteurs. Pardon pour le langage, mais là, c'est de la séquestration aggravée. Et ce docteur Pascal, c'est un criminel en blouse blanche. Yann, j'ai besoin de votre aide, pas en tant qu'infirmier, mais en tant qu'être humain. Vous connaissez quelqu'un? Qui peut m'aider juridiquement? Il a réfléchi quelques secondes. Ma sœur Sandrine. Elle est avocate spécialisée en droit des personnes vulnérables. Elle a déjà traité des affaires comme ça, des familles qui tentent de spolier les personnes âgées. Vous pouvez l'appeler? Tout de suite.
Pendant qu'il composait le numéro, mon cerveau fonctionnait à vitesse grand V. Infirmière pendant 40 ans, j'avais développé une capacité d'analyse rapide en situation de crise. Et là, j'analysais ma propre situation avec la précision d'un diagnostic médical. Symptômes, fille cupide, mari endetté, médecin corrompu. Diagnostic, tentative de spoliation avec séquestration. Traitement. Contre-attaque immédiate et massive. Pronostic. Favorable si action rapide. Sandrine, c'est Yann. J'ai une urgence absolue à l'hôpital. Une dame âgée victime d'une tentative de curatelle abusive. Oui, avec preuve audio. Tu peux venir? Maintenant? Il a raccroché avec un sourire rassurant. Elle arrive dans 1 heure. Maître Sandrine Moreau? Oui, comme vous. C'est marrant. C'est un requin. Si quelqu'un peut vous sortir de là, c'est elle. 1 heure plus tard, Maître Sandrine Moreau poussait la porte de ma chambre. Une femme de 45 ans, cheveux courts grisonnants, regard perçant, tailleur strict. Elle dégageait cette autorité, tranquille des gens qui ont l'habitude de gagner. Madame Moreau, Yann m'a expliqué la situation. J'ai besoin d'entendre cet enregistrement et de comprendre exactement votre situation patrimoniale. J'ai tout déballé. L'enregistrement d'abord, son visage s'est durci à chaque phrase d'Aurélie et Benoît. Puis mes finances. 430 000 en assurance vie, aux 385 000 € en PEA, plus un studio à Lyon estimé à 165 000 €. Total environ 980 000 €. Ses yeux se sont écarquillés. Votre fille ignore l'existence de ce patrimoine? Complètement. Elle pense que je vis avec ma retraite de 1 200 € par mois. Parfait. C'est notre première arme. Maintenant, parlons procédure. Maître Moreau a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire furieusement. Primo. Demande immédiate de mainlevée de l'internement pour hospitalisation without consent abusive. Deuxio. Dépôt d'une plainte pour tentative d'escroquerie et association de malfaiteurs. Tertio. Expertise psychiatrique indépendante pour prouver votre parfaite lucidité. Quarto. Enquête sur les finances du docteur Pascal. J'ai le pressentiment qu'il ne fait pas ça gratuitement. Combien ça va coûter? Mes honoraires, 15 000 € pour l'ensemble de la procédure. Expertise psychiatrique, 2 000 €. Huissier pour constater les preuves, 800 €. Vous pouvez assumer? Pour la première fois depuis 48 heures, j'ai souri. Maître, j'ai les moyens de me payer la justice. Cette nuit-là, allongée dans mon lit d'hôpital, j'ai élaboré ma stratégie. Aurélie pensait avoir affaire à une vieille femme fragile et confuse. Elle allait découvrir qu'elle s'attaquait à une ancienne chef de service qui avait géré des équipes de 20 personnes et pris des décisions de vie ou de mort pendant des décennies. La guerre était déclarée. Et j'avais l'intention de la gagner. Le lendemain matin, à 7 heures précises, Maître Moreau était de retour avec une mallette de cuir noir et un regard déterminé. À ses côtés, un homme en costume sombre que je ne connaissais pas. Madame Moreau, je vous présente Dr Henri Lefebvre, psychiatre expert judiciaire. Il va procéder à votre évaluation complète pour prouver votre parfaite lucidité. Dr Lefebvre, un homme de 60 ans aux cheveux blancs et aux yeux perçants, s'est approché de mon lit avec un sourire rassurant. Madame, nous allons faire une série de tests cognitifs. Rien de compliqué, mais très précis. L'objectif est de documenter scientifiquement votre état mental. Pendant 2 heures, il m'a fait passer tous les tests imaginables. Orientation temporelle et spatiale, mémoire à court et long terme, capacité de calcul, raisonnement logique. Je récitais les stations de métro de la ligne 1, calculais des pourcentages, racontais l'histoire de France en détail. Madame Moreau, a-t-il conclu en rangeant ses papiers, vous avez les capacités cognitives d'une personne de 50 ans. Votre score global est de 29 sur 30 au mini mental state. C'est excellent. Pendant ce temps, Maître Moreau avait fait venir un huissier pour authentifier mes enregistrements. Maître Philippe Dubois, un homme méticuleux qui a écouté chaque seconde des conversations d'Aurélie et Benoît avec une attention de chirurgien. Ces enregistrements sont parfaitement légaux, a-t-il déclaré. Ils ont été réalisés dans un lieu privé par la personne directement concernée. Ils constituent des preuves recevables devant un tribunal. Puis est venue l'étape la plus importante,
Révéler mes véritables finances. Maître, j'ai besoin que vous contactiez mes banques, ai-je dit en sortant de ma poche une clé USB. Tous mes codes d'accès sont là-dessus. AXA Assurance, 430 000 en assurance vie. Société Générale, 385 000 en PEA. Crédit Lyonnais, 15 000 en compte courant. Plus le studio de 35 Plélomer rue Mercière à Lyon, estimé à 165 000. Total patrimoine, 995 000. A calculé Maître Moreau, ébahi. Votre fille n'en sait rien? Rien du tout. Elle pense que j'ai juste ma petite retraite. Parfait. Voici ce que nous allons faire. Elle a étalé sur ma table de nuit un plan d'action minutieux, écrit de sa main ferme. Étape 1. Transfert. Immédiat de 50 000 vers un compte que seuls vous et moi connaissons, de quoi payer tous les frais de procédure. Étape 2. Dépôt de plainte pour tentative d'escroquerie en bande organisée contre Aurélie, Benoît et le docteur Pascal. Étape 3. Demande d'expertise médicale contradictoire pour annuler le rapport de Pascal. Étape 4. Assignation en justice pour diffamation et atteinte à la dignité. J'écoutais, fasciné par la précision militaire de cette femme. Elle était en train de construire une forteresse juridique autour de moi. Mais c'est là que la première bombe a explosé, renversant sa tasse de café sur le tapis perçant. « Maman? Mais tu es encore à l'hôpital? Comment? » « Bonjour, ma chérie, » ai-je dit avec un calme glacial. « J'espère que je ne dérange pas votre petite réunion. » Benoît était devenu livide. Sa montre Oméga tremblait à son poignet. « Geneviève, on peut tout expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. »« Ah bon? Et qu'est-ce que je crois, Benoît ?» Je me suis avancé vers le bureau de maître de la cour et j'ai posé ma main sur le dossier de curatelle. « Je crois que vous tentez de me faire déclarer incapable pour voler mon argent. Je crois que vous avez corrompu un médecin pour qu'il signe un faux diagnostic. Je crois que vous avez souscrit une assurance vie sur ma tête en espérant que je meure rapidement. » Aurélie s'est effondrée dans son fauteuil. « Maman, tu vas bien? Tu n'es pas malade? » Jamais été en meilleure forme, ma petite fille. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche et j'ai ouvert l'application bancaire. L'écran affichait mes comptes en temps réel. « Tu veux savoir quelque chose, Aurélie? Tu m'as toujours prise pour une pauvre vieille qui survivait avec sa petite retraite. » J'ai tourné l'écran vers elle. Regarde bien. Ses yeux se sont écarquillés en voyant les chiffres. Compte AXA ou 430 000 balles, ai-je lu à voix haute. Benoît s'est étranglé avec sa salive. Compte Société Générale, 385 000. Aurélie était devenue blanche comme un linge. Studio à Lyon, 165 000. J'ai refermé le téléphone d'un geste sec. Total, 980 000. 43 ans d'économie que tu pensais pouvoir voler. Le silence était assourdissant. Maître de la cour observait la scène avec une fascination morbide. « Maman, » a balbutié Aurélie, « nous ne savions pas, si on avait su, que tu avais de l'argent, tu m'aurais tué plus vite. » Moment viral 2. L'arrivée de la police, c'est à ce moment précis que la porte du bureau s'est ouverte. À nouveau. 2 policiers en uniforme sont entrés, suivis du capitaine Moreau en civil. « Madame Aurélie Durand » a dit le capitaine d'une voix ferme. Aurélie s'est retournée, les yeux fous. « Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? » « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'escroquerie, en bande organisée, falsification de documents et tentative d'homicide volontaire. » Benoît a tenté de se lever, mais le second policier l'a immobilisé d'une main ferme sur l'épaule. « Monsieur Benoît Durand, vous êtes également en état d'arrestation pour les mêmes chefs d'accusation, plus corruption de fonctionnaires. »« C'est impossible !» a crié Aurélie. « Nous n'avons rien fait. Nous voulions juste protéger ma mère. » Le capitaine Moreau a sorti un petit appareil électronique de sa poche. « Madame Durand, reconnaissez-vous cette voix ?» Il a appuyé sur play. La voix d'Aurélie a empli le bureau. Avec l'aldol à haute dose, Pascal dit qu'elle peut faire un AVC dans les semaines qui suivent. Aurélie s'est écroulée. Et celle-ci, 200 000 d'assurance, plus 680 000 de l'appart plus ses économies, cachées. On sera tranquille pour la vie. Benoît a vomi sur le tapis perçant. Et enfin, celle-ci. Le plus dur sera de jouer les filles éplorées aux obsèques. Mais bon, pour 900 000, je peux faire des efforts. Clac,
Les menottes se sont refermées sur les poignets d'Aurélie, clac. Celles de Benoît ont suivi. Vous avez le droit de garder. Le silence, récitait le policier. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Moment viral 3. Le silence. Dévastateur, Aurélie a tenté une dernière fois de m'attendrir. Maman, je t'en prie, nous sommes ta famille, tu ne peux pas nous faire ça. Pense aux enfants. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Cette femme, qui m'avait portée pendant 9 mois, que j'avais allaitée, élevée, aimée de tout mon cœur de mère. Cette femme qui avait planifié ma mort pour de l'argent. Elle a parlé pendant 5 minutes. Excuses larmoyantes. Justification pathétique. Promesse de remboursement. Supplication. Quand elle a terminé, nous sommes restés en silence. 10 secondes, 20, 30. Finalement, j'ai pris mon sac à main et je me suis dirigé vers la porte. Je n'ai rien à te dire, Aurélie, ai-je déclaré sans me retourner. Et c'est pire que n'importe quel cri. Les conséquences 1 heure plus tard, au commissariat, j'ai appris l'étendue des arrestations. Dr Pascal Martin avait été interpellé à son cabinet médical alors qu'il recevait un patient. Les lots 5000 de Benoît avaient été retrouvés dans son coffre-fort personnel avec d'autres liasses suspectes. Son ordinateur contenait 47 faux rapports psychiatriques rédigés sur commande. L'enquête a révélé un réseau de corruption médicale qui s'étendait sur 3 ans. Pascal vendait de faux diagnostics de démence à des familles cupides pour 3 000 à 8 000 leurs pièces. 12 personnes âgées avaient été victimes de ces manœuvres. Aurélie et Benoît ont été placés en détention provisoire. Leurs comptes bancaires ont été gelés. Leur appartement, acheté en partie avec mon argent, a été saisi. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. Cour d'assises de Paris, palais de justice. Salle bondée. Journalistes, familles de victimes, curieux attirés par l'affaire de la fosse, folle de Saint-Antoine. C'est ainsi que les médias avaient surnommé mon histoire. La présidente, Madame la juge Martine Dubois, a lu le verdict d'une voix claire et ferme. Aurélie Durand, 8 ans de prison ferme pour tentative d'escroquerie, en bande organisée et tentative d'homicide volontaire. Benoît Durand, 6 ans de prison ferme pour complicité et corruption. Pascal Martin, 10 ans de prison ferme et interdiction définitive d'exercer la médecine. Dans le box des accusés, Aurélie pleurait. Mais ses larmes ne m'atteignaient plus. Mon cœur de mère s'était brisé le jour où j'avais entendu qu'elle planifiait ma mort. La justice était rendue. L'histoire était terminée, ou plutôt, elle commençait. 6 mois plus tard, je me regardais dans le miroir de ma nouvelle salle de bain et je ne reconnaissais plus la femme d'avant. Avant. Cheveux gris, tirés en chignon serré, robe en polyester délavé, chaussures usées, épaules voûtées par 40 ans de garde de nuit, regard fuyant de celle qui s'excuse d'exister. Après, cheveux coupés au carré, quelques mèches châtain clair pour réchauffer mon teint, chemisier en coton blanc simple mais neuf, chaussures, confortable en cuir véritable, posture droite de celle qui a retrouvé sa dignité, regard ferme de celle qui sait ce qu'elle vaut. Le procès était terminé depuis 3 semaines. Aurélie purgeait sa peine à la prison de Fleury-Mérogis. Benoît à Fresnes. Le docteur Pascal à la Santé. Leurs avocats avaient fait appel, mais Maître Moreau était confiante. Avec les preuves que nous avons, ils purgeront l'intégralité de leur peine. Moi, j'avais tourné la page. Enfin, presque. Ma nouvelle routine avait pris forme dans le 20e arrondissement, près de Belleville. Réveil à 7 heures avec un café au lait et une tartine de confiture maison. Lecture du Figaro en sorcier menacé, écoutant France Inter. Puis direction la maison Margot. La maison Margot. Mon projet, ma fierté, ma nouvelle raison de vivre. Avec 200 000 de mes économies, j'avais acheté et rénové un ancien café de 150 Fétremer rue des Pyrénées. 3 salons lumineux, une cuisine équipée, une petite bibliothèque, un jardin, intérieur avec des plantes vertes et des fauteuils confortables. L'endroit sentait la lavande et le pain grillé, une maison d'accueil pour personnes âgées, victimes d'abus familiaux. « Bonjour, Madame Geneviève », m'a lancé Simone en me voyant,
arrivé ce matin-là. Simone, 82 ans, ancienne couturière du Sentier. Son fils l'avait dépouillée de ses bijoux et de ses économies avant de la jeter dans un EHPAD sordide de banlieue. Nous l'avions sortie de là il y a 2 mois. Bonjour ma chère Simone. Vous avez bien dormi? Comme un bébé. Et vous savez, quoi? J'ai fait un cauchemar cette nuit, mais quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que c'était ma vraie vie d'avant qui était le cauchemar. Ici, c'est le rêve. Dans le salon principal, 8 pensionnaires prenaient leur petit déjeuner. Marcel, 68 ans, ancien chauffeur de taxi spolié par sa belle-fille. Françoise, 71 ans, professeur retraité dont le neveu avait vidé ses comptes. Henri, 85 ans, ancien boulanger dont les enfants s'étaient repartagé sa boulangerie de son, vivant en le menaçant de placement forcé. Tous avaient la même histoire, des familles qui les voyaient comme des porte-monnaies sur pattes. « Madame Geneviève » m'a appelée Françoise. « Vous pourriez nous redire comment vous avez piégé votre fille ?» Henri n'était pas là la dernière fois. J'ai souri et me suis assise parmi eux. Henri, la première règle quand on se fait attaquer. Par sa famille, c'est de ne jamais paniquer. La panique, c'est l'ennemi de la stratégie. Mais comment on fait pour garder son sang-froid quand on découvre que nos enfants veulent pour nous tuer? A demandé Marcel. On se souvient de qui on est vraiment. Moi, j'étais infirmière-chef. J'avais l'habitude des situations de crise. Vous, Marcel, vous étiez chauffeur de taxi. Vous savez naviguer dans les embouteillages parisiens. Ces compétences, elles ne disparaissent pas avec l'âge. Chaque mardi, Maître Moreau venait donner une conférence juridique gratuite. Protéger vos biens, reconnaître les signes d'abus, vos droits face aux tutelles abusives. La salle était toujours bondée. Chaque jeudi, le docteur Lefebvre proposait des évaluations cognitives gratuites. Prouvez votre lucidité avant qu'on la remette en question. Et chaque vendredi, Yann, mon sauveur, coordonnait les bénévoles qui aidaient nos résidents à porter plainte, récupérer leurs biens, retrouver leur dignité. L'après-midi, j'ai reçu un appel qui m'a surprise. Madame Moreau, ici Marie-Claire. Dubois du Parisien. Nous préparons un dossier sur les abus envers les personnes âgées, le visage livide, tenant une feuille de papier. Madame Moreau, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai consulté votre dossier médical. Docteur Pascal a prescrit hier soir une injection d'Aldol à 10 mg. C'est énorme pour une personne de votre âge et de votre poids. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il tentait réellement de vous mettre dans un état comateux. Cette dose peut provoquer des troubles neurologiques irréversibles. Chez une personne âgée, Maître Moreau a arraché la feuille des mains de Yann. Ce n'est plus de l'escroquerie. C'est de la tentative d'empoisonnement. Les charges criminelles viennent de monter d'un cran. Mais ce n'était que le début. L'après-midi même, son enquêteur, privé, Jean-Luc Martel, a débarqué avec un dossier qui allait tout changer. Maître Moreau, j'ai creusé les finances de Benoît Durand. Vous n'allez pas le croire. Il a ouvert son ordinateur portable et affiché une série de documents. Monsieur Durand a 127 000 de dettes, carte de crédit, prêt personnel, et surtout, Lou 45 000 a un bookmaker en ligne. Il a un problème de jeu pathologique. Bombe numéro 2, l'argent n'était pas destiné à leur projet de famille. Il devait servir à payer les dettes de jeu de Benoît. Mais attendez, ce n'est pas tout, continuait Jean-Luc. J'ai aussi regardé du côté du docteur Pascal. Devinez quoi? Il a été sanctionné 2 fois par l'ordre des médecins pour prescriptions abusives. Et tenez-vous bien, Benoît lui a versé 5 000 € la semaine dernière, l'argent du pot de vin. Pascal ne faisait pas ça par complaisance. Il était payé pour détruire ma réputation mentale. Et Aurélie? Ai-je demandé, la gorge serrée. Ah, Aurélie. Elle a déjà pris contact avec 3 agences d'immobilière. Votre appartement est estimé à 680 000. Elle a même fait faire des photos pour les annonces. Mon appartement était déjà en vente. Ils avaient tout organisé avant même que la curatelle soit officialisée. Mais c'est le soir que la bombe numéro 3 a explosé, pulvérisant tout ce que je croyais savoir sur ma propre fille. Jean-Luc est revenu vers 20 h, l'air sombre. « Madame Moreau, j'ai une information qui va vous faire mal, très mal. » Il s'est assis près de mon lit et a pris une inspiration profonde. Votre fille et son mari ont souscrit une assurance vie sur votre tête il y a 6 mois. Capital de 200 000 $.
Bénéficiaire. Aurélie Durand. Le monde s'est écroulé autour de moi. Une assurance vie. Ils avaient parié sur ma mort. Ce n'est pas tout, a continué Jean-Luc d'une voix douce. J'ai retrouvé des messages WhatsApp entre Aurélie et Benoît. Ils parlent de comment accélérer le processus naturel. Il m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, des messages qui m'ont fait l'effet de coups de poignard. Aurélie, avec l'aldol à haute dose, Pascal dit qu'elle peut faire un AVC dans les semaines qui suivent. Benoît. Et ça passerait pour naturel? Aurélie. À son âge, avec son état mental dégradé, personne ne posera de questions. Crise cardiaque liée au stress de l'internement. Benoît. 200 000 d'assurance, plus 680 000 de l'appart plus, ses économies cachées. On sera tranquille pour la vie. Aurélie. Le plus dur sera de jouer les filles éplorées aux obsèques. Mais bon, pour 900 000, je peux faire des efforts. Je ne pouvais plus respirer. Ma propre fille planifiait mon assassinat. Pas juste mon vol, mon assassinat. Maître Moreau a pris ma main dans la sienne. Madame Moreau, regardez-moi. Nous tenons tout. Absolument tout. Tentative d'empoisonnement, escroquerie en bande organisée et maintenant, tentative d'homicide volontaire. Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je murmuré, la voix brisée. On les détruit. Complètement et définitivement. Cette nuit-là, nous avons élaboré la stratégie finale. Maître Moreau avait contacté le procureur de la République. Avec les preuves que nous avions, une enquête pénale allait être ouverte dès le lendemain. Voici le planning, m'a-t-elle expliqué. Demain matin, 9 heures, expertise psychiatrique officielle devant le juge des tutelles. 11 heures, dépôt de plainte avec constitution de partie civile. 14 heures, perquisition chez Aurélie et Benoît. 16 heures, arrestation de Pascal. Et le confrontation? J'ai une idée diabolique. Aurélie a rendez-vous demain à 15 heures chez le notaire pour finaliser la curatelle. Nous l'attendrons là-bas. Avec la police, les preuves et vous. Moi, vous, parfaitement lucide, parfaitement libre et parfaitement en colère. Le choc sera total. J'ai passé une nuit blanche à réfléchir. 42 ans plus tôt, j'avais mis au monde cette petite fille que j'avais appelée Aurélie. L'Aurore, en latin. J'avais choisi ce prénom parce qu'elle représentait le début d'une nouvelle vie, l'espoir d'un avenir lumineux. Comment cette aurore était-elle devenue ma nuit? J'ai revu toute sa vie en accéléré. Les premiers pas, les premiers mots, les chagrins d'enfant que je consolais, les succès scolaires dont j'étais si fière, l'adolescence difficile où elle me reprochait de trop travailler, de ne pas être assez présente, ces études supérieures que j'avais financées en prenant des gardes supplémentaires. Son mariage avec Benoît, où j'avais payé la moitié de la réception parce qu'ils n'avaient pas les moyens. L'achat de leur appartement, où j'avais discrètement versé 30 000 $ pour l'apport personnel. Leurs vacances de rêve aux Maldives, financées par un prêt de 8 000 que je n'avais jamais réclamé. Au total, j'avais donné à ma fille plus de 150 000 au cours de sa vie d'adulte, sans jamais rien demander en retour, sans jamais lui faire de reproches. Et elle avait décidé de me tuer pour récupérer le reste. Le matin du jugement, Maître Moreau m'a apporté des vêtements propres, un tailleur bleu marine, simple mais élégant, des chaussures confortables, un léger maquillage. Il faut que vous ayez l'air de ce que vous êtes, une femme parfaitement saine d'esprit et totalement en contrôle de ses moyens. À 8h30, nous étions au tribunal de grande instance. Le juge des tutelles, Madame Sylvie Renaud, une femme de 55 ans à l'air sévère, m'a reçue dans son bureau. Madame Moreau, votre fille demande votre mise sous curatelle pour altération de vos facultés mentales. Qu'avez-vous à répondre? J'ai sorti l'enregistrement d'Aurélie et l'ai fait écouter à la juge. Pendant les 8 minutes de diffusion, son visage s'est progressivement durci. Cette demande de curatelle est manifestement abusive, a-t-elle conclu. Je rejette la requête et ordonne votre libération immédiate. À 11 heures, au commissariat du 11e arrondissement, j'ai déposé ma plainte. Le capitaine de police judiciaire Laurent Moreau, encore un Moreau, a pris ma déposition avec un professionnalisme remarquable. Madame, avec les éléments que vous apportez, nous avons largement de quoi inculper vos 3 agresseurs pour association de malfaiteurs, tentative d'empoisonnement et tentative d'homicide volontaire.
À 14 heures, j'étais libre. Libre et armé jusqu'aux dents. Le piège était tendu. Aurélie allait découvrir que sa vieille mère, confuse, était en réalité une stratège redoutable qui venait de lui préparer la chute de sa vie. Rendez-vous chez le notaire à 15 heures. L'heure de la justice avait sonné. À 14h45, j'étais posté dans le café d'en face du cabinet de maître de la Cour, place de la République. Mes mains ne tremblaient plus. Mon cœur battait à un rythme régulier. 40 ans d'infirmière m'avaient appris à rester calme dans les moments cruciaux. Et là, c'était le moment le plus crucial de ma vie. Maître Moreau était à mes côtés, sa mallette de cuir noir posée sur ses genoux. À une table voisine, 2 policiers en civil sirotèrent leur café, prêts à intervenir au signal convenu. « Vous êtes prête, Madame Moreau ?» Prête depuis 48 heures. À 15 heures précises, j'ai vu Aurélie et Benoît descendre de leur BMW gris métallisé. Elle portait un manteau Burberry qui coûtait plus que ma pension mensuelle, lui arborait une montre Omega qui brillait au soleil parisien. Ils riaient, détendus, confiants. Ils allaient enfin mettre la main sur ma fortune. Ils ne savaient pas que j'étais libre depuis le matin. Ils ne savaient pas que 3 mandats d'arrêt avaient été signés 1 heure plus tôt. Nous les avons suivis à distance respectable jusqu'au 3e étage de l'immeuble haussmannien. Cabinet de la Cour et associé, plaque dorée, moquette, épaisse, odeur de cire et de vieux cuir. Maître de la Cour, un homme de 65 ans aux cheveux blancs parfaitement peignés, les a accueillis dans son bureau lambrissé avec la componction de circonstances. « Madame Durand, Monsieur Durand, je vous prie d'accepter mes condoléances pour l'état de santé de votre mère. Mes condoléances. Il parlait déjà de moi au passé. »« Merci, maître, » répondait Aurélie avec une tristesse parfaitement jouée. « C'est très difficile de voir sa mère perdre pied comme ça, mais nous devons être responsables. » Responsables. Le mot me donnait envie de vomir. « Avez-vous les certificats médicaux requis ?»« Bien sûr, » disait Benoît en sortant de sa mallette une liasse de papier. « Rapport psychiatrique complet du docteur Pascal Martin. Diagnostic sans ambiguïté, démence sénile avec trouble du comportement. Recommandation d'une curatelle renforcée. Le docteur Pascal avait fait du beau travail. Mon arrêt de mort intellectuelle, rédigé avec le vocabulaire fleuri de la médecine légale. Parfait, approuvait maître de la Cour. Avec ces éléments, nous pouvons effectivement procéder à la mise sous protection. Cependant, j'ai une petite surprise pour vous. Il s'est levé et s'est dirigé vers la porte de son bureau. J'ai pris la liberté d'inviter quelqu'un à cette réunion, quelqu'un que vous connaissez bien. La porte s'est ouverte. Je suis entré. Viral 1. La révélation financière, le silence qui a suivi mon apparition était si dense qu'on aurait pu le couper au... Depuis le procès, les journalistes m'appelaient régulièrement. L'affaire Geneviève Moreau était devenue un symbole, la preuve qu'on pouvait se défendre même à 74 ans. Bien sûr, mais à une condition, vous parlez aussi de la maison Margot. Il faut que les gens sachent que des solutions existent. Le soir, seul dans mon nouvel appartement du 20e, plus petit que l'ancien, mais plus chaleureux, j'ai repensé à ces 6 mois extraordinaires. La douleur de la trahison d'Aurélie était toujours là. Certains matins, je me réveillais en pensant qu'elle allait m'appeler pour s'excuser. Certains soirs, je regardais sa photo d'enfant en me demandant où j'avais échoué dans son éducation. Mais cette douleur cohabitait désormais avec autre chose. La fierté. La fierté d'avoir refusé d'être une victime. La fierté d'avoir transformé mon traumatisme en force pour aider les autres. La semaine dernière, j'avais reçu une lettre de prison. L'écriture d'Aurélie. « Maman, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne me pardonne pas non plus. En prison, j'ai eu le temps de réfléchir. Benoît m'avait manipulée, mais ce n'est pas une excuse. J'ai trahi la femme qui m'a tout donné. Je comprends si tu ne veux plus jamais me voir. Mais sache que je pense à toi chaque jour et que je regrette du plus profond de mon cœur. » J'avais lu cette lettre 10 fois, pleuré, déchiré, puis recollé les morceaux, pas par faiblesse, par humanité. Un jour, peut-être, quand elle sortira de prison, nous nous reverrons. Pas comme mère et fille, cette relation-là est morte, mais comme 2 femmes qui essaient de comprendre comment l'amour peut se transformer en haine,
et comment la haine peut peut-être redevenir autre chose. En attendant, je vis. Pleinement, intensément, utilement. Hier, une dame de 69 ans m'a téléphoné en pleurs. Son fils tentait de la faire déclarer inapte pour récupérer sa maison de famille. « Madame, je ne sais plus quoi faire. J'ai peur de finir à la rue. »« Madame, lui ai-je répondu avec la fermeté que j'avais retrouvée, vous n'êtes pas seule. Venez nous voir demain matin. Nous allons vous aider à vous battre. Parce que c'est ça, finalement, le vrai héritage de cette histoire. Avoir appris que la famille, ce n'est pas le sang, c'est le respect. Et que même à 74 ans, même trahi par ceux qu'on aime le plus, on peut encore choisir de se relever, de se battre et de transformer sa colère en espoir pour les autres. Ils pensaient que j'étais faible. Ils ont découvert que j'étais indestructible.